Bonsoir, cher public, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Tête à Tête, votre rendez-vous bimensuel du samedi soir. Alors ce soir, nous allons parler de politique, l'engagement des jeunes femmes en politique, d'entrepreneuriat. Avec nous ce soir, Madame Mbodj Ndeye Fatou. Bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Penda, je te remercie déjà pour l'invitation et je salue tous les spectateurs de Label TV. C'est un plaisir de te recevoir. Alors, sans plus tarder, comme la coutume le souhaite, qui est Ndeye Fatou Mbodj? Ndeye Fatou Mbodj est tout d'abord une citoyenne sénégalaise. Je suis comptable de formation, je suis entrepreneur, je suis membre de PASTEF Les Patriotes. Et je suis présidente de l'association Doolel Rewmi. Doolel Rewmi. Alors, Ndeye Fatou, quel a été votre parcours professionnel en quelques lignes? Mon parcours professionnel, j'ai commencé en tant que comptable financier dans une banque de la place. Mais tout de suite, déjà, même avant de commencer à travailler, j'ai toujours voulu entreprendre. J'ai d'abord commencé à entreprendre, puis après, j'ai commencé à travailler. D'accord. Donc, j'étais entre les deux, en fait. Et à un moment, je me suis dit que j'allais plus me focaliser sur l'entrepreneuriat. Mais en gros, je suis comptable et financier de formation. Et vous avez entrepris dans quel secteur? Alimentaire. Alimentaire? Oui. Donc, à un moment, j'ai ouvert une agence qui s'appelle Rafiti Service, qui livre et fournit des produits alimentaires avec des prix en gros. Donc, on a eu à livrer en fait des ravitaillements alimentaires à différents clients. Et on a une place en fait où on stocke toutes les marchandises. Donc, particulier et grossiste. Exactement, particulier et grossiste. D'accord. Voilà. Puis maintenant, vous êtes la présidente de l'association Doolel Rewmi. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Oui. Avant, en fait, je suis dans ça oui. Et aussi, je vends et je loue des véhicules. Donc, je suis aussi dans la vente et la location de véhicules. Et par rapport à l'association, oui, vous disiez en fait. Donc, de là aussi, vous êtes, après, suite à l'entrepreneuriat, vous êtes passé au métier de comptable? Oui. Dans une entreprise de la place ou Effectivement, dans une entreprise où je suis encore comptable. Vous êtes toujours comptable? Je suis encore comptable, mais j'avoue que je consacre quand même beaucoup de place à l'entrepreneuriat qui me tient énormément à cœur. Vous êtes passionnée? Oui, très. Et ça marche? Oui, ça marche. C'est pas évident. On a eu des hauts et des bas et c'est comme ça en fait. C'est un risque, mais on a su se relever et continuer. Et continuer à cheminer. Alors, tout de suite, je parlais de l'association Doolel Rewmi. Qu'est-ce que c'est? Bon, l'association Doolel Rewmi est une association apolitique qui a pour but de venir en aide aux populations les plus démunies, particulièrement les femmes et les enfants. Donc, nous avons eu à faire énormément à faire beaucoup d'actes. On a eu à poser des actes forts. On l'a créé, malheureusement, c'était au moment du Covid, c'était au début. Donc, on n'a pas pu faire grand-chose. On a quand même eu à donner des gels, des masques dans différents dispensaires de la place, à différents marchands ambulants. Donc, c'est ce qu'on a fait en premier. Après, on a aussi eu à rénover une école, une école qui était à Guédiawaye. Et on a eu à rénover 10 salles de classe qui étaient une école publique? Une école publique, effectivement, qui était à Guédiawaye. Et c'était une école élémentaire. Et on a eu à rénover 10 salles de classe qui étaient en état de délabrement avancé. Donc, suite à ça, on a eu aussi à faire des dons en nature dans une dispensaire en fait qui est à Kounoune. Voilà. D'accord. Auprès des familles aussi, je suppose? Auprès des familles, non. En fait, vous savez,
Dolel Réumi, nous sommes là en fait pour poser des actes concrets qui peuvent vraiment aider les gens à long terme en fait. On ne donne pas à manger, on m'a beaucoup interpellée par rapport à ça, mais on ne donne pas à manger parce qu'aujourd'hui on se dit, si on vous donne à manger aujourd'hui, demain vous aurez encore faim. Voilà, donc nous on préfère vraiment aider les gens sur ce qui pourrait leur servir, mais vraiment à long terme. Voilà. Alors l'association existe depuis combien d'années? L'association existe depuis 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. Ouais. Vous êtes combien en termes d'effectifs? On est une 60aine de membres actifs. Quand même. Des femmes, de par le monde, des femmes, des hommes. Ils sont un peu partout dans le monde. Ils ne sont pas seulement au Sénégal. Il y en a qui sont en Chine, en Arabie Saoudite, aux États-Unis, au Canada, en France. Superbe. Ouais. Vos objectifs sur le court terme, moyen, long terme? Oui, on a des... là, on est en train de travailler sur la réflexion des daras. Donc, je pense que vous allez bientôt en entendre parler. On est là-dessus. Super. Et vous prévoyez quoi exactement? De les agrandir? De rénover. On prévoit de rénover en fait déjà où ils apprennent le Coran, où ils dorment, les toilettes. Donc, on prévoit vraiment de les aider sur ce qui pourrait leur servir encore une fois à long terme. La plupart des daras aujourd'hui se situent dans les régions. Oui. Vous savez, Dolel Réumi. Et justement, je vous interpelle à ce sujet. On remarque que de plus en plus, il y a des talibés, en fait, à Dakar, qui circulent partout. Comment faire aujourd'hui pour les retourner dans leurs régions respectives? Déjà, je pense que c'est un sujet assez sensible. Je pense que l'État avait commencé à le faire. Malheureusement, ils ont échoué. Déjà, les enfants, la plupart, ils fuient les daras parce qu'ils vivent dans des situations très difficiles. Et aujourd'hui, l'objectif premier est d'essayer de les aider par rapport à ça, d'essayer au moins de leur donner une vie plus acceptable, en fait, on va dire, parce qu'ils vivent quand même dans des conditions énormément difficiles, en fait. Je pense que vous pensez aux besoins primaires, manger, dormir. Déjà, ils n'ont même pas où dormir. Ils dorment à part le sol. À part le sol. Ouais. Et ils dorment à part le sol. Ils ont des toilettes très délabrées. Donc, ils mangent à leur faim. Pardon? Ils mangent à leur faim. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils mangent pas à leur faim. Ils sont battus aussi. Donc, ils vivent des violences auprès de leur... Ouais, ils vivent quand même des situations très difficiles, en fait. D'accord. Donc, je suppose que l'association, dans ce sens, chercherait à innover. Oui, bien sûr. Déjà, aujourd'hui, on ne va pas seulement les aider, on va aussi les suivre. On va parler aux maîtres des daras parce qu'on ne va pas venir aussi investir de l'argent là-bas et laisser le maître coranique peut-être faire ce qu'il veut. On va quand même les suivre. Donc, ça, c'est pas un travail qu'on va faire comme ça et partir. C'est un travail qu'on va suivre à long terme. D'où vous viennent vos moyens financiers, l'association? Vous cherchez où? Les moyens financiers, ce sont les Sénégalais eux-mêmes qui cotisent, de par les collectes qu'on fait en fait au moment venu. Sinon, on reçoit des appels d'un peu partout, des gens qui sont intéressés peut-être par la cause et qui veulent nous fournir soit du ciment, soit des matériaux, etc. Super. Ndeye Fatou, vous êtes également cadre du parti PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, l'actuel opposant au pouvoir. Et alors, quel est votre rôle, vous, au sein de PASTEF? Bon, moi, je fais partie du mouvement des cadres et je suis la présidente de la commission économie, finances, publiques et budget des cadres de PASTEF. Et j'ai aussi eu à parcourir avec le président Ousmane Sonko pendant les élections présidentielles de 2019, où j'étais sa chargée de liaison. D'accord. Comment ça s'est passé, grosso modo?
Très bien, je pense que c'était l'une des plus belles expériences de ma vie, de parcourir le Sénégal avec lui. Et j'ai pu remarquer que les gens avaient suscité beaucoup d'espoir en lui. Les gens étaient vraiment fatigués et c'est là que tu vois qu'il y a énormément de potentiel au Sénégal, mais malheureusement, on n'arrive pas à les utiliser en fait à bon escient. Alors, si vous devez aujourd'hui faire un diagnostic du pays, du Sénégal profond, quel serait ce diagnostic? Bon, aujourd'hui, le diagnostic que je pourrais faire, aujourd'hui, on est dans un pays avec énormément de problèmes. Un pays, je vais dire, d'injustice. Un pays où il n'y a plus d'espoir aujourd'hui pour la jeunesse. Les gens sont fatigués et malheureusement, on a un gouvernement aujourd'hui qui est là et qui n'arrive pas à subvenir aux besoins de la population. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'un gouvernement soucieux de l'avenir de sa jeunesse et malheureusement, on ne l'a pas. Et donc, il y a énormément de choses à faire et comme on dit, c'est le système qui ne va pas, c'est le système qu'il faut changer en fait. C'est pas les hommes? C'est le système. C'est le système d'abord qu'il faut changer, mais bien sûr, après, il faut changer les mentalités. Les comportements. Les mentalités, il faut changer parce qu'aujourd'hui, moi, je me dis tout le temps, même si on a le meilleur président et qu'on ne change pas les mentalités et le comportement, on ne suivra pas. Exactement. Donc, c'est vraiment important pour moi, quand même, mis à part le changement de ce système qui est en place, avoir cette mentalité-là de travail, de rigueur. Donc, qui est très important. Ces valeurs aujourd'hui. Alors, vous notez quand même quelques avancées depuis. Je note des avancées. Oui, mais pas de l'État, je vais dire. Bon, c'est pas parce que je fais la politique, mais je vais dire une avancée. Des infrastructures qui s'occupent de pas mal de choses. Vous savez, malheureusement au Sénégal, on n'a pas le sens des priorités. Aujourd'hui, on parle d'infrastructures. Moi, j'aurais aimé qu'on parle de santé. Le système sanitaire il n'est pas bon. Le système sanitaire aujourd'hui est catastrophique. Aujourd'hui, on l'a vu pendant le Covid et même avant. Maintenant, même au Sénégal, pour se faire soigner, il faut avoir un bras long. C'est très compliqué. Tout l'argent qu'on est en train de mettre sur ces infrastructures, c'est bien beau. Mais un pays qui n'a pas d'éducation et qui n'a pas de santé ne peut pas se développer. C'est d'abord ça. Il faut d'abord que les gens aient la santé avant de pouvoir profiter des infrastructures. Et des avancées, il y a eu des actes posés. Mais comme je le dis, en fait... C'est pas suffisant? C'est pas que c'est pas suffisant. C'est bien beau. Mais c'était pas une priorité. D'accord. Moi, aujourd'hui, la priorité, c'est l'éducation et la santé. Après, les infrastructures. Oui, mais aujourd'hui, si tu n'as pas la santé, comment tu vas profiter des infrastructures? Vous, aujourd'hui, en tant que cadre de PASTEF, ça fait partie de vos projets pionniers, si je peux l'appeler comme ça? Bien sûr, aujourd'hui, comme je vous dis, on aspire à un Sénégal meilleur, à un Sénégal, à une rupture, à un changement de système. Et parce que, comme je vous l'ai dit, c'est le système qui a des problèmes, en fait. Et c'est là qu'il faut vraiment travailler afin d'avoir des résultats probants. Et qu'est-ce qu'il faudrait? Changer le système, voir comme par exemple là, il y a le système sanitaire, le système éducatif. Changer les règles, d'abord, c'est la base en fait. On va d'abord à la base. Oui, il faut d'abord aller à la base, puis après, pour pouvoir descendre. Aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec les hôpitaux, c'est bien beau de pointer du doigt les sages-femmes, c'est bien beau de pointer du doigt les médecins, mais et le ministre dans tout ça qui a failli à sa mission, lui? Les sages-femmes elles ont été comment elles ont été mises en fait dans ces situations-là. En fait, il faut qu'on se pose les bonnes questions pour pouvoir y remédier. Tout à fait. Vous êtes proche, comme je disais tout à l'heure, d'Ousmane Sonko. Parlez-nous de lui. Qui est-il? Ousmane Sonko, comment est-il? Ousmane Sonko, déjà, je vais vous dire, c'est quelqu'un qui représente un projet de rupture pour un Sénégal meilleur. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a su nous montrer qu'on pouvait faire de la politique en conservant ses valeurs. Aujourd'hui, son combat, c'est d'acquérir le pouvoir démocratiquement,
afin de proposer aux Sénégalais un développement économique et social pour une nation du Sénégal prospère, en fait. Et c'est quelqu'un de très véridique qui ose dire les choses. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a su réveiller l'esprit patriotique en nous. Et c'est quelqu'un de... Quand vous dites nous, vous parlez des jeunes? Pardon? Quand vous dites nous, vous parlez des jeunes? Je parle des jeunes et je parle aussi des grandes personnes aujourd'hui qui commencent à... Peut-être ceux qui avaient peur aujourd'hui commencent quand même à savoir que... Il y a eu un petit effectivement, déclic. Oui, oui. Comme il y a eu ce déclic-là pour les jeunes, il y a aussi eu, je pense, ce déclic-là pour les grandes personnes. D'accord. Et toujours par rapport à ces projets, ces ambitions pour le pays? Ben, comme je vous dis, hein, ces ambitions. Pardon? En portant la casquette d'opposant, quelles sont ces ambitions? Oui, mais ces ambitions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pour un Sénégal, Sénégal prospère aujourd'hui. C'est pour un Sénégal, c'est pour un retour des valeurs, c'est pour un changement de système, c'est pour combattre l'injustice, c'est pour donner l'espoir aujourd'hui à la jeunesse sénégalaise. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'il a des ambitions présidentielles. Oui, bien sûr, présidentielles. Présidentielles, en tout cas, à chaque fois pour l'intérêt du peuple. Lui, il veut un Sénégal pour les Sénégalais et c'est ça qui est important. Vous êtes derrière et... Ah oui, tout à fait. Là, déjà, pour les législatives, ça y est, vous avez... oui, c'est bon. On a pu, oui, on a pu déposer. Alors, votre mission, Ndeye Fatou, vous, en qualité de politicienne, de femme politique? En qualité de femme politique, vous me verrez partout. Vous me verrez partout où je pourrais servir mon peuple, en fait. Et vous incitez toutes ces femmes, par exemple, à faire comme vous? Vous savez, moi, j'ai jamais aimé la politique. Avant, je détestais la politique. Je ne comprenais même pas les gens qui en faisaient. Parce que je voyais la politique comme quelque part où les gens venaient se servir, qui étaient là pour leurs propres intérêts, puis après nous repartaient et nous laissaient dans des problèmes interminables. Aujourd'hui, grâce à Ousmane Sonko, moi, j'ai jamais... Vous savez, c'est l'injustice. Face à l'injustice de mon pays, je me suis dit, je ne vais pas rester les bras croisés à ne rien faire. Je vais quand même participer au développement de mon pays. Donc, comment faire? Après, moi, je me dis, en tant que citoyen, tu es obligé soit de faire la politique, soit d'être dans le milieu associatif pour pouvoir servir, en fait, ton pays. Donc, ou d'entreprendre. Ou d'entreprendre. Par exemple, comme vous effectivement, ou d'entreprendre. Donc, l'essentiel, c'est d'essayer de faire quelque chose qui peut qui peut participer au développement du pays. Donc, vous défendez beaucoup l'entrepreneuriat féminin, notamment digital. Oui. Alors, quelles sont les avancées Vous savez, j'adore entendre parler de l'entrepreneuriat digital parce qu'aujourd'hui, grâce à l'entrepreneuriat digital, tous les gens aujourd'hui qui n'ont pas les moyens ou qui n'ont pas eu à aller à l'école peuvent entreprendre. Aujourd'hui, comme je l'ai dit sur plein de mes posts, aujourd'hui, une personne qui n'a pas les moyens peut être un revendeur via les réseaux sociaux et mettre ça à marge. Donc, quelqu'un qui sait tresser peut faire des photos et créer sa page. Il va les mettre. Quelqu'un qui sait cuisiner aussi. Donc, et aujourd'hui, vous savez qu'on n'a pas le temps d'aller dans les magasins. Donc, tout ce qu'on fait, on regarde sur Facebook qui vend quoi, qui vend quoi, et on se fait livrer. Donc voilà. Donc, aujourd'hui, tout le monde peut se servir de l'entrepreneuriat digital et vraiment, j'encourage les gens, les femmes aussi qui peuvent pas peut-être sortir, travailler, peuvent le faire. Aujourd'hui, c'est ouvert à, c'est accessible à tout le monde en fait. Ndeye Fatou, une place centrale pour l'éducation des enfants vous inquiète. Vous dites que l'éducation est l'essence d'une société. Oui, effectivement. Ça a une grande place pour vous. Oui, l'éducation, comme je l'ai dit, c'est la base de tout développement en fait d'une société. Aujourd'hui, sans éducation, on ne peut pas aspirer au développement.
Donc, l'éducation, pour moi, c'est une voie vers l'excellence, en fait. Donc, oui, ça a quand même une très grande partie, pour moi. Et j'invite aussi, hein, j'essaie d'influencer les gens à plus s'investir dans l'éducation. Quelle que soit la manière dont on l'a fait, que ça touche tout le monde. L'éducation doit toucher tout le monde. Aujourd'hui, un peuple éduqué, c'est un peuple développé. C'est pas juste aller à l'école. Ah non, non, non. Bah, vous savez, l'école n'éduque pas. N'éduque pas. Les gens, les parents qui croient qu'ils peuvent... c'est pour ça que je dis que les parents doivent plus s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. L'école n'est pas là pour éduquer les enfants. L'éducation se fait à la maison. À la maison, d'abord. Donc ça, c'est très important. Et il faut que les parents y remédient, en fait. D'accord. Mais bon, aujourd'hui, dans la société où on vit, où chaque parent court derrière son travail, est-ce que le temps leur permet réellement de... Vous savez, ça demande des sacrifices. Voilà, en fait, tout est question de priorité. Je pense qu'on peut bien mélanger les deux. On peut bien aller au travail. Avant d'aller au travail, prendre le soin de préparer ses enfants, de leur parler. À la descente aussi, prendre le soin aussi d'être avec ses enfants. Aujourd'hui, les parents ne discutent plus avec leurs enfants. Ils n'ont plus le temps. Et ça, c'est pas bon. Parce que si on ne le fait pas, si on n'éduque pas, c'est les nounous qui vont éduquer ou c'est la rue qui va éduquer les enfants. Le téléphone, le smartphone, Pardon? Internet. Bah oui, les smartphones, Internet. Sociaux, Exactement. Donc c'est quand même, ça a quand même une grande partie et les parents sont les premiers responsables, oui, de l'éducation des enfants. Je vous cite encore une fois, vous dites que la jeunesse est la plus belle des promesses. Oui. Très belle citation. Ouais. Que pouvons-nous leur promettre à ces jeunes? Vous savez, j'aime pas trop cette phrase que pouvons-nous leur promettre, en fait, parce qu'aujourd'hui je me dis la jeunesse est quand même assez forte aujourd'hui pour pouvoir prendre des décisions quand ils sont libres, pour pouvoir changer les choses positivement. Il faut que la jeunesse, en fait, il faut qu'ils sachent la force qu'ils ont dans la société pour pouvoir mener leurs actions à bon escient. Et ça, c'est très important. Donc, il faut que... Et pensez-vous qu'ils sont suffisamment conscients de leurs droits, de leurs devoirs, justement, pour pouvoir... c'est pour ça que je vous dis qu'on a besoin aussi d'une jeunesse aujourd'hui bien pensante, consciente. Et ça revient à l'éducation. Encore une fois. Donc l'éducation, c'est la base. Tout revient à l'éducation. Exactement, tout devient à l'éducation. Si tu éduques bien un enfant, évidemment qu'après, aujourd'hui, mais on voit des jeunes responsables qui se battent. Aujourd'hui, je parlais la dernière fois des marchands ambulants et je disais, moi, si j'avais, comment dirais-je, un financement, c'est à eux que je leur donnerais. Parce que c'est sûr que tu leur donnes un financement, mais c'est bon là. Je veux dire, et tu vois, ce sont des jeunes et qui pourtant, ils pouvaient se dire, non, je ne vais pas être dehors à vendre. Vous les voyez sous le soleil. Et voilà, ce sont des gens qui en veulent. Hein. Qui en veulent. Et c'est ça, voilà, et c'est très important. Il y en a beaucoup. Vous êtes également passionné d'agriculture. Oui. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est un levier de développement. Et comme je le dis aussi, accessible à tous. Et c'est un levier sur lequel on peut vraiment travailler afin de participer au développement. D'accord, l'autosuffisance alimentaire. Mais l'autosuffisance alimentaire, déjà, il faut que l'État aussi nous aide là-dessus. Aujourd'hui, il y a plein de choses, il y a plein de produits qu'on n'a pas besoin de trouver, d'emmener de l'extérieur. Voilà. Donc, la première des choses, je me dis, c'est bloquer certains produits pour que ça ne rentre plus et inciter les gens ici à consommer local, en fait. Pour moi, c'est le seul moyen. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du consommer local, que ce soit les produits, les vêtements?
Tout secteur confondu. Ben, aujourd'hui, le consommer local déjà, en train de prendre, voilà, il est en train de prendre quand même, il est en train de se développer très rapidement. Très rapidement. La dernière fois, j'ai eu une dame avec qui je parlais, elle me disait qu'elle faisait en fait, elles le font toutes seules, ce sont des lessives en fait qu'elles font. Je ne savais même pas qu'on en faisait comme ça, avec des produits vraiment naturels. Il y a énormément de produits aujourd'hui qu'on peut utiliser, même les produits alimentaires. Je pense que c'est plus sain au moins. On sait exactement ce qu'on mange, on sait que c'est consommé local, on sait que ce sont des produits naturels. Donc moi, j'encourage vraiment les gens à consommer local. J'encourage vraiment les gens à participer. À croire aussi. Voilà, ben oui. Vous savez, il faut croire d'abord en nous. Tout à fait. C'est ça, c'est le chemin le plus rapide en fait pour accéder, pour accéder au développement et à l'autonomie aussi. Financière de tout part. Ndeye Fatou, que dire aujourd'hui aux femmes et aux jeunes qui vous regardent? Aux femmes et aux jeunes, je leur dis aujourd'hui de se dire, vous savez, on a tous une mission sur cette terre. Mon père me disait, tu ne peux pas venir dans une vie jusqu'à mourir et ne rien faire pour ton pays. Aujourd'hui, nous devons tous aspirer à participer au développement de notre pays. On ne va pas laisser les autres prendre des décisions pour nous. On ne va pas laisser les autres nous enlever nos valeurs, nos principes. Nous devons être des acteurs de développement. Vraiment, j'espère en fait pour la jeunesse et pour les femmes, que ce soit dans le milieu politique, dans le milieu associatif ou dans le milieu de l'entrepreneuriat, de s'investir plus afin de participer au développement de leur pays. Vos dernières, on est encore à 2 ans des élections présidentielles. Vous êtes en plein, je suppose, dans le terrain? Oui, eh bien, toujours. On est toujours au terrain, toujours. Depuis que j'ai commencé la politique, on essaie de sensibiliser et les gens, je pense que les gens, quand même, ils adhèrent, ils sont conscients du projet et c'est très facile en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, déjà, on a la jeunesse sénégalaise, ça c'est sûr. Qui représente presque 70%. Ah bah oui, on a cette jeunesse qui croit en nous. Aujourd'hui, tous les gens que vous voyez qui n'aimaient pas la politique, le président Ousmane Sonko nous a fait aimer la politique. Beaucoup de jeunes, on a vu aujourd'hui dans les mairies. Oui, beaucoup de jeunes, parce que comme encore je vous l'ai dit, aujourd'hui les jeunes, ils veulent participer au développement de leur pays. Ils veulent être dans les instances de décision. Et ça, c'est très important. Il nous faut un renouveau en fait. Et je pense que les jeunes aujourd'hui l'ont compris. Vos dernières recommandations et vos de la fin avant de nous quitter? Bon, déjà, je vous remercie pour cette invitation. Et comme je l'ai dit, hein, j'aspire quand même à un Sénégal prospère, de renouveau. J'espère aujourd'hui que les jeunes prendront conscience de leur avenir. En travaillant, en acceptant aussi travailler, en acceptant aussi de se cogner des fois, se dire que c'est pas évident, mais il faut toujours savoir se relever. Et ça, c'est très important. Merci Ndeye Fatou. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre invité et une prochaine thématique. À très vite.